Le lancement d'une fusée est un spectacle grandiose. Les flammes qui déchirent le ciel, le grondement qui secoue les eaux, la lueur blanche qui transforme la nuit en jour. Le survol de la Lune est un événement historique. Voir à nouveau des humains s'approcher aussi près de notre voisine céleste, capturer des images de sa surface grise et mystérieuse. Mais la partie la plus dangereuse de la mission Artemis II n'est ni l'un ni l'autre. C'est le retour à la maison. Lorsque la capsule Orion plongera dans l'atmosphère terrestre, elle foncera à environ 40 000 kl/h. Exactement 25 000 mph. Cela correspond à Mach 32, 32 fois la vitesse du son. À cette vitesse, Paris-Tokyo est parcouru en moins de 20 minutes. L'air ne s'écarte pas devant le vaisseau. Il est compressé si violemment qu'il se transforme instantanément en plasma, un quatrième état de la matière, aussi brûlant que la surface d'une étoile. La température extérieure du bouclier thermique atteindra plus de 5000 degrés AM, 2760 degrés Celsius. C'est presque 2 fois plus chaud que la surface visible du Soleil. Pendant plusieurs longues minutes, aucune communication radio ne pourra traverser cette gaine de plasma surchauffé. Le centre de contrôle à Houston reste silencieux. L'équipage, à l'intérieur, reste silencieux. Personne ne sait ce qui se passe. Et la seule chose qui sépare 4 astronautes de cet enfer, c'est un bouclier thermique dont tout le monde sait déjà qu'il a un problème. Voici l'histoire technique du retour des humains sur Terre après un voyage lunaire. Et pourquoi cette rentrée atmosphérique est plus importante que toutes celles qui ont eu lieu depuis Apollo, il y a plus d'un demi-siècle. Pour comprendre pourquoi c'est si difficile, il faut d'abord réaliser à quel point un retour depuis la Lune est différent de ce que nous faisons couramment dans l'espace. La Station spatiale internationale, ISS, orbite à environ 400 km au-dessus de la Terre, la distance approximative entre Paris et Lyon. Les vaisseaux Soyuz, Crew Dragon ou Progress, qui reviennent de l'ISS, rentrent dans l'atmosphère à environ 28 000 km/h. C'est déjà incroyablement rapide. À cette vitesse, on fait le tour de la Terre en 90 minutes. Mais c'est une donnée connue, maîtrisée, presque banale. Nous le faisons régulièrement depuis des décennies, sans incident majeur. Revenir de la Lune est un problème fondamentalement différent. La capsule Orion voyagera à environ 40 000 km/h, soit environ 40% plus vite que les vaisseaux revenant de l'ISS. En apparence, ce n'est qu'une augmentation modeste. Mais en physique, la vitesse n'est qu'une moitié de l'équation. L'énergie cinétique, la quantité d'énergie que le vaisseau doit dissiper pour s'arrêter, est proportionnelle au carré de la vitesse. Une augmentation de 40% de la vitesse signifie donc près du double de l'énergie à dissiper. Exactement 2 fois plus, pour être précis. Toute cette énergie supplémentaire se transforme en chaleur. Et elle ne se manifeste pas progressivement. Elle frappe comme un mur. Quelques minutes seulement, après qu'Orion a touché les couches les plus hautes de l'atmosphère, vers 120 km d'altitude, la température à la surface du bouclier thermique dépasse 5000 degrés Celsius. Presque 2 fois plus chaud que la surface du Soleil. À ces températures, l'air lui-même se désintègre. Les molécules d'azote et d'oxygène se brisent en atomes individuels, puis ces atomes perdent leurs électrons pour former un plasma. Ce plasma n'est pas juste chaud, il est électriquement chargé, et il forme une gaine continue autour de la capsule, une bulle de feu vivante qui bloque totalement les ondes radio. Aucun signal ne peut entrer ni sortir. Pendant plusieurs minutes, le centre de contrôle reste silencieux. L'équipage reste silencieux. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Les astronautes sont seuls, littéralement coupés du monde, protégés uniquement par quelques centimètres de matériaux composites. C'est pourquoi aucun vaisseau spatial, conçu pour l'orbite terrestre basse, ne peut être simplement envoyé vers la Lune et ramené. L'environnement thermique est dans une catégorie complètement différente. C'est comme comparer une flamme de briquet à un lance-flamme. Et c'est précisément pourquoi le bouclier thermique d'Orion est le plus grand bouclier ablatif jamais construit pour un vaisseau spatial habité. 16,5 pieds de diamètre, exactement 5 mètres. Conçu spécifiquement pour résoudre ce problème unique au monde. Sa taille n'est pas un luxe, elle est une nécessité absolue.
La surface doit être suffisamment grande pour disperser l'énergie thermique sur une zone assez vaste, sans quoi le flux de chaleur percerait comme un chalumeau. Le bouclier thermique d'Orion est recouvert d'un matériau appelé AVCOAT. Il s'agit d'un matériau ablatif, ce qui signifie qu'il est conçu pour se consumer volontairement. Il se carbonise, brûle, se désagrège de manière contrôlée, emportant avec lui la chaleur infernale au lieu de la laisser atteindre la cabine de l'équipage. C'est le même principe qu'un bouclier sacrificiel. Il meurt pour que l'équipage vive. Il s'agit du même type de matériau que celui utilisé pour les capsules Apollo, mais le processus de fabrication a considérablement changé. Lors du programme Apollo, dans les années 1960 et 1970, les techniciens de la NASA ont rempli à la main plus de 300 000 cellules individuelles en nid d'abeille avec du revêtement AV. Chaque petite alvéole hexagonale était soigneusement remplie, à la truelle, par des ouvriers qualifiés. Un processus qui a duré des mois par capsule. Fastidieux, mais éprouvé. Pour Artemis, Lockheed Martin a opté pour une approche moderne. 186 blocs préusinés, découpés avec précision par des machines à commande numérique, puis collés sur la structure en titane de la capsule. Plus rapide, plus efficace. Et cela était censé fonctionner de la même manière. Non. Au retour d'Orion de la mission Artemis 1, sans équipage en 2022, les inspections post-vol ont révélé des dommages à plus de 100 endroits différents sur la surface du bouclier. Au lieu de s'éroder de manière uniforme et prévisible, l'AVCOAT s'était fissuré. De gros morceaux, certains de la taille d'une main, s'étaient détachés prématurément. Un processus que les ingénieurs appellent l'écaillage ou spallation. Pendant 2 ans, les enquêteurs ont travaillé. Plus de 120 tests individuels ont été menés dans des installations à travers les États-Unis. Arcs plasma, tunnels hypersoniques, chambres à vide. La cause a finalement été identifiée. Les blocs d'AVCOAT n'étaient pas assez poreux. Lors de la rentrée atmosphérique, la chaleur intense a provoqué la formation de gaz à l'intérieur du matériau. Des gaz de pyrolyse, issus de la décomposition chimique de la résine. Mais ces gaz n'ont pas pu s'échapper. La pression s'est accumulée sous la surface, comme une cocotte minute, jusqu'à ce que des morceaux entiers explosent vers l'extérieur. Les limites entre les blocs, les joints où 2 blocs préusinés se rencontrent, correspondaient exactement aux zones les plus touchées par les dégâts. Coïncidence ? Non. Preuve. Voici maintenant la partie cruciale, celle que la NASA n'a pas beaucoup communiquée au public. Au moment où les ingénieurs ont enfin compris la cause profonde, après 2 ans d'enquête, la capsule Artemis 2 était déjà construite. Le bouclier thermique était déjà fixé. Les astronautes avaient déjà commencé leur entraînement. Remplacer le bouclier aurait signifié démonter des sections entières de la capsule, repousser le lancement de plusieurs années et engloutir des centaines de millions de dollars supplémentaires. La NASA avait 2 options, attendre et tout reconstruire ou voler avec le bouclier existant et modifier la mission pour réduire les risques. Ils ont choisi de voler, mais ils ont changé la façon dont Orion rentre chez lui. Lors de la mission Artemis 1, Orion a utilisé une technique appelée rentrée atmosphérique par saut. La capsule a plongé dans la haute atmosphère à environ Mach 32, a utilisé sa forme asymétrique pour générer une portance aérodynamique, comme une aile très primitive, puis a rebondi brièvement hors de l'atmosphère, comme une pierre qui ricoche sur l'eau, avant de replonger pour la descente finale. Il s'agit d'une technique élégante, utilisée pour la première fois par une sonde soviétique en 1969, Zonde 6 et Zonde 7. Elle permet d'étendre considérablement la portée de vol de la capsule, offrant aux planificateurs de mission une grande flexibilité pour choisir le point d'amérissage. Au lieu d'être contraint à une étroite bande dans l'océan, on peut atterrir presque n'importe où le long de la trajectoire. Mais c'est précisément cette manœuvre qui a causé le problème du bouclier thermique. Pendant la phase de saut, lorsque la capsule a brièvement quitté l'atmosphère et s'est retrouvée dans le vide spatial, le taux de chauffage a diminué brutalement. L'air est devenu trop raréfié pour générer du plasma. À première vue, ça paraît bien, moins de chaleur, moins de stress, non ? En réalité, cela a créé un problème subtil mais grave. La baisse du chauffage
a permis à l'énergie thermique déjà absorbée par l'AVCOAT de continuer à migrer vers l'intérieur du matériau, sans former suffisamment de couches de carbone charbonneux en surface. Cette couche carbonisée, normalement, agit comme une barrière poreuse qui permet au gaz de s'échapper. Sans elle, les gaz se sont accumulés. La pression a grimpé. Des morceaux se sont détachés. Pour Artemis II, la NASA a remplacé le saut complet par ce qu'on appelle une rentrée atmosphérique en pente douce. Une trajectoire plus courte, plus directe, plus raide. La capsule plonge, mais ne ressort pas. Pas de ricochet. Pas de phase de refroidissement prolongée. La descente est continue, brutale, mais prévisible. Cette décision a impliqué de réels compromis, difficiles à accepter pour certains planificateurs de mission. Premier compromis, la flexibilité d'atterrissage. La rentrée par saut offrait aux ingénieurs une marge de manœuvre considérable. Sans elle, la zone d'atterrissage est beaucoup plus restreinte. Une ellipse plus petite, plus exigeante. Moins de marge d'erreur. Si le vent ou les conditions météo changent, on ne peut pas simplement ajuster. Deuxième compromis, les fenêtres de lancement. Le nouveau profil plus abrupt a réduit d'environ 50% les fenêtres de lancement disponibles. Cela explique en partie pourquoi le calendrier d'Artemis II a été si difficile à fixer. Si la météo est mauvaise à Cap Canaveral ou dans la zone d'amérissage, on ne peut pas simplement reporter de quelques jours. Il faut parfois attendre des semaines. Troisième compromis, les forces G. Une rentrée plus raide signifie une décélération plus brutale. L'équipage subira jusqu'à 3,9 G, près de 4 fois son propre poids corporel, plaqué contre son siège, la respiration difficile, le sang qui afflue vers les jambes. C'est supportable, mais inconfortable. Mais le profil plus abrupt maintient le schéma de chauffage dans un régime où les ingénieurs ont une confiance beaucoup plus grande dans le comportement prévisible de l'AVCOAT. Pas de surprise, pas de phase de refroidissement ambigu. La NASA a mené plus de 100 tests supplémentaires dans des installations réparties à travers le pays. Au centre de recherche Glenn dans l'Ohio, au centre Ames en Californie, au centre Johnson au Texas. Pourtant, c'est la première fois que ce profil spécifique sera testé à des vitesses de retour lunaire avec des êtres humains à bord. Le retour est le véritable test. Passons maintenant en revue exactement ce qui se passe lors de la rentrée atmosphérique, parce qu'il s'agit d'une séquence d'ingénierie remarquable, digne des plus grands thrillers. H, 12 heures avant l'entrée. La capsule Orion est encore à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. L'équipage effectue les dernières corrections de trajectoire à l'aide des petits propulseurs embarqués. Ce sont des ajustements infimes, parfois seulement quelques centimètres par seconde de delta V, mais ils sont vitaux. L'angle de rentrée doit être précis à moins d'un demi-degré. Trop peu profond, et la capsule ricoche dans l'espace comme une pierre sur l'eau, incapable de ralentir. Trop raide, et les forces de décélération pourraient atteindre 8 ou 9 G. Risquant de blesser gravement l'équipage. H, 30 minutes. Orion s'aligne sur sa trajectoire finale. Les ordinateurs de bord calculent en temps réel la densité atmosphérique attendue, la vitesse, la chaleur. À environ 400 000 pieds, 120 km d'altitude, le module de service européen, le cylindre qui a fourni la propulsion, l'énergie solaire, les réservoirs d'eau et d'oxygène, le système de survie pendant tout le voyage, se sépare de la capsule de l'équipage. Il a rempli sa fonction, mais il n'est pas conçu pour survivre à la rentrée. Il brûle dans l'atmosphère, se désintègre en une traînée de lumière. À partir de ce moment, l'équipage est seul. Plus de moteurs, plus de réservoirs, juste la capsule, son bouclier et la foi dans le travail des ingénieurs. Entrée atmosphérique. Orion frappe les premières molécules d'air à Mach 32. Immédiatement, l'air se comprime, se réchauffe, s'ionise. Le bouclier thermique entre en action. Le revêtement AV commence à se carboniser et à s'ablater, brûlant volontairement, emportant avec lui l'énergie thermique au lieu de la conduire dans l'habitacle. Verdict d'Artemis I. Lors de la mission précédente, malgré les dégâts inattendus, les fissures, l'écaillage, la température à l'intérieur de la cabine est restée stable aux alentours de 24 degrés. Le système a fonctionné.
Le bouclier a fait son travail, même imparfaitement. La question est maintenant de savoir comment le matériau se comporte sous ce nouveau profil plus abrupt. Pic de chauffage. À environ 70 km d'altitude, le flux thermique atteint son maximum. La gaine de plasma est la plus dense, la plus chaude. Les températures extérieures dépassent 2700 degrés Celsius. Le plasma émet une lumière si intense qu'on pourrait la voir depuis l'espace. À l'intérieur, l'équipage ne voit rien à travers les hublots. Des volets métalliques protègent les vitres de la chaleur. Ils n'ont que leurs instruments. Perte de communication. Pendant environ 4 à 6 minutes, personne ne sait exactement combien de temps, car cela dépend de la trajectoire réelle. Les signaux radio ne peuvent pas pénétrer le gaz ionisé. Plus de liaisons descendantes, plus de liaisons montantes. L'équipage ne peut pas parler à Houston. Houston ne peut pas parler à l'équipage. C'est un silence assourdissant, volontaire, inévitable. Le centre de contrôle attend. Les familles attendent. Le monde attend. Décélération maximale. Pendant la phase la plus abrupte de la rentrée, l'équipage subira jusqu'à 3,9 G. Leurs corps deviennent presque 4 fois plus lourds. Chaque mouvement demande un effort monumental. La respiration devient difficile, car les poumons doivent pousser contre cette force. Le sang a tendance à quitter le cerveau. C'est pourquoi les combinaisons sont conçues pour appliquer une pression sur les membres inférieurs. Maintenant, le flux sanguin, là où il doit être. Sortie du plasma. À mesure que la capsule descend et ralentit, la densité de l'atmosphère augmente, mais la vitesse diminue. Finalement, l'ionisation cesse. La gaine de plasma se dissipe comme un brouillard au soleil. Les communications reprennent. Houston entend la voix des astronautes pour la première fois depuis plusieurs minutes. C'est toujours un moment de soulagement intense. Mais Orion se déplace encore, à environ 523 km/h. C'est la vitesse d'un avion de ligne, bien trop rapide pour atterrir en toute sécurité sur l'eau. À cette vitesse, l'impact avec l'océan serait aussi destructeur qu'un crash sur du béton. C'est là que le système de parachute entre en jeu. Il est conçu avec des redondances presque absurdes, parce que la vie des astronautes en dépend. À environ 25 000 pieds, 7,6 km d'altitude, le panneau de protection de la baie avant, un couvercle métallique qui protège le mécanisme des parachutes pendant la rentrée, est largué par de petites charges pyrotechniques. 3 petits parachutes d'extraction tirent ce panneau loin de la capsule pour éviter tout accrochage. 2 parachutes de freinage, drogue, se déploient ensuite. Chacun mesure environ 7 mètres de diamètre. Ils ne sont pas conçus pour ralentir énormément la capsule, mais pour la stabiliser. Sans eux, Orion pourrait tourner sur elle-même, emmêler les parachutes principaux. Leur rôle est de réduire la vitesse à environ 160 km/h et de maintenir la capsule droite. Ensuite, 3 parachutes pilotes se déploient. Ce sont des parachutes relativement petits, mais chacun d'eux a une mission précise. Extraire un parachute principal massif de son container, comme un rideau qu'on tire pour révéler la stène. Les 3 parachutes principaux, ce sont des objets véritablement énormes. 116 pieds de diamètre, 35 mètres.